Début février 1989, un homme monta en voiture à Rotorua, sa ville natale, et se rendit à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le trajet de Rotorua à Auckland dura 3 heures, ce qui est normal. Arrivé à destination, il fut accueilli par des acclamations, de la tristesse, du bonheur, de l'anxiété et toutes sortes d'émotions positives. Même la police vint le voir. Il était désemparé par cette nouvelle célébrité. Il demanda la raison de tout ce grabuge et c'est alors qu'on lui apprit qu'il avait disparu depuis 10 jours. Comment un voyage de 3 heures avait-il pu se transformer en un voyage de 10 jours? C'était la question à laquelle seul Alec Neuwald pouvait répondre. Le seul problème était qu'Alec ignorait où il était allé ni comment il avait pu disparaître pendant 10 jours. Lorsque des membres de sa famille, inquiets, lui demandèrent où il était allé, il fut incapable de donner une réponse claire. Pour couronner le tout, il commença à souffrir de terribles maux de tête, de fatigue et de troubles de la concentration. Cela commençait à devenir la norme pour Alec jusqu'à ce qu'il commence à se souvenir. Petit à petit, il se souvint enfin de ce qui s'était passé. Et sa révélation fut un choc, non seulement pour sa famille, mais pour le monde entier. Il s'avère qu'Alec avait été enlevé par des extraterrestres. Je conduisais la voiture et l'instant d'après, la voiture avait disparu. Je n'avais pas l'impression d'avoir un corps, d'où le scénario de la mort. C'était comme si j'avais été passé au crible. Je crois l'avoir mentionné dans le livre. J'avais l'impression que toutes les parties solides avaient été tamisées et que j'étais là, dans une sorte d'entité luisante, fantomatique, flottant au ras du sol, sans aucun mur autour de moi, dans un espace immense. Tout ce qu'il y avait, au loin, c'était des entités fantomatiques. C'était une interview où il décrivait son enlèvement. Alec pensait d'abord être mort et que c'était son esprit quittant ce monde pour l'autre. Puis plusieurs créatures étranges apparurent devant lui. Au début, il pensa qu'il s'agissait de fantômes. Mais leur apparence était si étrange que l'idée même de fantômes lui paraissait peu plausible. Les créatures semblaient très minces, de taille moyenne, avec de grosses têtes et des yeux très étroits. Comparés à ceux des humains, leurs visages étaient plus imposants. C'est alors qu'il comprit qu'il s'agissait d'extraterrestres. Voici à quoi ils ressemblaient. Même s'il ne prononçait rien, Alec les sentait immédiatement dans sa tête, comme s'il lui parlait par télépathie. « Bienvenue, dit-il, je suis le gardien désigné de cette section. Si vous pensez avoir besoin de quelque chose pour rendre votre séjour parmi nous plus agréable, demandez-le et je ferai de mon mieux pour vous le fournir. La combinaison qui vous a été donnée vous permettra de nous comprendre et de vous comprendre. » C'est ce que lui dit l'un des extraterrestres. L'extraterrestre lui dit qu'il n'arrêterait pas Alec s'il souhaitait partir. Mais j'espérais qu'il resterait car ils étaient prêts à partager tant de connaissances sur tout pour nous guider. Après cette rencontre, il fut emmené dans leur ville, qu'Alec décrivait dans son livre comme si propre et vaste qu'il ne pouvait en fixer les limites. Oui, il a écrit un livre sur son expérience, intitulé « Coévolution, une aventure interplanétaire ». Une recherche rapide sur Google vous permettra de savoir où acheter ce livre et d'en savoir plus sur son aventure et son expérience. La description d'Alec de la ville extraterrestre faisait paraître le bâtiment sur Terre petit en comparaison. Il existe peut-être de plus grandes villes sur Terre, mais d'où je viens, cet endroit serait considéré comme grand, très grand. Il s'étendait dans les deux sens, longeant la côte, hors de mon champ de vision. Il ne semblait y avoir qu'une mince bande de terre qui n'était ni littoral ni désert, et la ville y était coincée. La dernière chose qui m'a vraiment marqué était l'absence de grands bâtiments, à l'exception de quelques tours, et la prédominance de petites formes circulaires parmi quelques constructions pyramidales plus grandes. Il semblait fait d'un matériau ressemblant à du verre teinté ou à du plastique semi-transparent. De mon point de vue, je ne voyais pas bien le sommet de ces bâtiments, mais j'ai découvert plus tard qu'ils étaient surmontés d'une tour en spirale ou d'un système d'antennes. La hauteur de la tour ajoutait environ 25% à la hauteur totale du bâtiment. Chaque bâtiment était surmonté de ce que je ne peux décrire que comme une grosse ampoule. Dans son livre, Alec a dessiné les bâtiments qu'il a vus. Il a longuement décrit l'architecture des bâtiments qu'il a vus,
décrivant même la maison et la chambre qu'il occupait, et il a été stupéfait par leur beauté. Mais le tourisme n'était pas la raison principale de son enlèvement. C'était pour que les extraterrestres lui transmettent leur savoir, afin qu'à son tour, ils le transmettent à d'autres. Selon les extraterrestres, l'histoire de la Terre regorge d'anecdotes qui n'ont jamais été racontées. La plupart de ces informations sur la véritable histoire de la Terre sont désormais soigneusement gardées par un petit groupe de sectes secrètes qui s'efforcent de les empêcher d'atteindre le public. En lisant ce passage, je ne mentirai pas. Cela me semblait logique. Il existe de nombreuses choses sur notre univers que seuls quelques privilégiés connaissent. Et le public est chargé de combler les lacunes du mieux qu'il peut. Cependant, ces sectes n'étaient pas toujours secrètes lorsqu'elles recevaient ces informations. Le plan initial était que ces informations anciennes soient partagées avec tous, mais je suppose que les plans ont changé. L'extraterrestre a parlé de deux espèces de l'espèce humaine, l'Homo sapiens et l'homme de Cro-Magnon. Apparemment, l'Homo sapiens et l'espèce précurseur de Cro-Magnon ont été créés par les humains. Il y a environ 70 000 ans, les dernières pièces du puzzle de Cro-Magnon ont été assemblées. L'homme de Cro-Magnon n'était pas le premier humanoïde à avoir vécu sur Terre, mais c'était le premier, conçu pour servir de récepteur ou de contenant afin qu'un second être, sans corps, puisse vivre avec lui et expérimenter la physicalité à travers la forme extérieure solide de son hôte. Vous savez que presque toutes les religions sur Terre croient que le corps est différent de l'esprit ou de l'âme. Le christianisme croit qu'il faut sauver son âme et ne pas laisser sa chair ou son corps dicter sa vie. Il en va de même pour l'islam, et c'est pourquoi certaines personnes égarées le déforment pour inciter les gens à commettre des attentats suicides. Parce qu'ils croient que leur âme sera rachetée et que ce corps n'est rien d'autre qu'un contenant. Notre vraie vie commence après la fin du monde, donc ce n'est pas notre vraie vie. Ce monde est un paradis pour les païens et un enfer pour les musulmans. Il nous faut juste être patients. C'est presque la même chose que ce que les extraterrestres disaient à Alec. Après Cro-Magnon, ils ont créé une nouvelle espèce capable de se souvenir de tout ce qui avait été sauvegardé pour eux et de l'utiliser à tout moment dans le futur. Autrement dit, ses capacités mentales s'étaient déjà pleinement développées et n'avaient besoin d'aucune amélioration ni modification évolutive supplémentaire à ce stade. Toutes les connaissances nécessaires à cette race, jusqu'à sa prochaine étape évolutive, étaient déjà présentes sur la planète et conservées par ses gardiens, qu'Alec croit être les Homo sapiens. L'extraterrestre qui a révélé la plupart de ces informations était une extraterrestre du nom de Zena. Elle a raconté à Alec comment certains de ses ancêtres sont venus sur Terre, comment certains sont restés sur place, tandis que d'autres ont continué leur route. Même les pyramides sont des héritages anciens laissés par certains de ses ancêtres pour nous aider à nous réveiller le moment venu. Elle parle de la beauté et de la singularité de la Terre. Et de ce fait, de nombreuses forces extérieures convoitent la Terre pour leurs propres intérêts. À ce moment-là, en lisant le livre, je ne cessais de voir Darkseid de DC Comics ou Loki de Marvel's Avengers. Une chose fascinante qu'elle a partagée et qui m'a laissé songeur concernait une force obscure venue sur Terre. Cette force obscure voulait la Terre pour elle-même et l'a obtenue. Ainsi, selon Xena, la force obscure est toujours parmi nous. Après avoir conquis votre planète, elle a compris qu'elle aurait un combat permanent à mener pour vous, car nous ne sommes plus ce que vous êtes aujourd'hui. Vous étiez sur la voie de l'illumination, doté d'une base spirituelle très solide. Vous étiez presque aussi fort que cette force elle-même. Elle a dû vous tromper pour vous maîtriser. Et pendant votre effondrement, elle a altéré votre constitution, votre structure même, votre ADN en fait. Elle vous a paralysé, retardé et vous a fait reculer de plusieurs milliers d'années. Elle a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, ce qui n'est qu'une partie de la grandeur que vous pouvez atteindre, car vous n'avez pas encore complètement récupéré. Et si cette force parvient à ses fins, vous ne le saurez jamais. Cette force est connue de tous comme la force des ténèbres, car elle est bel et bien l'ennemi de l'illumination. Elle est présente dans l'air que vous respirez et partout autour de vous. Elle s'est alignée sur la planète et sur vous. En lisant cette partie, je n'ai pu m'empêcher de constater des similitudes entre différentes cultures qui parlèrent de l'avancée des humains dans le passé, mais la guerre, la cupidité, la luxure et le cœur sombre des hommes nous ont tant fait perdre.
La Bible parle d'une race humaine supérieure à tout jusqu'à l'incident d'Apple. Et cet extraterrestre n'a fait qu'en faire écho. De nombreux récits ahurissants ont été partagés entre les deux. Elle a parlé d'une base sous-marine où elle et son peuple vivent sur Terre, et aussi de ses contacts avec des personnes influentes, partageant avec elle des connaissances pour les transmettre au reste de l'humanité. Mais ils ont estimé que la population n'était pas prête à entendre le message. Si je ne crois rien à cette histoire, je crois fermement à celle-là. Encore une fois, beaucoup de récits intrigants avec de prétendues preuves et des faits qui poussent à se poser des questions. Je ne peux pas tous les aborder. Cela rendrait cette vidéo bien plus longue qu'elle ne le devrait, mais vous pouvez vous procurer le livre et vous renseigner. Finalement, après les rencontres captivantes, les cours d'histoire, les visites éphémères et les balades en vaisseau spatial, oui, on lui a offert une balade en vaisseau spatial. Et aussi de longues discussions sur le sexe. Oui, on en a aussi parlé. Il a été renvoyé sur Terre, là où il était avant l'enlèvement. Cela expliquerait pourquoi, pour lui, le temps ne s'écoulait jamais, car il était dans la même voiture. Mais, en réalité, il venait de passer 10 jours sur une planète extraterrestre. Lorsqu'Alec a révélé ne serait-ce qu'un fragment de cette information au public, ce qui lui est arrivé ensuite était digne d'un thriller. Aucun mot ne pouvait décrire les événements qui lui sont arrivés ensuite. La police, le SIS, les scientifiques, la CIA, tout le monde voulait en savoir plus sur ces extraterrestres dont Alec parlait. Et il ne demandait pas gentiment. Il a commencé à remarquer des choses, il était suivi. La même voiture qu'il n'avait jamais vue auparavant était soudainement garée au bout de sa rue, 2 maisons devant lui. Il a décidé de déménager, mais il était toujours suivi. Ne pouvant plus le suivre, ils ont décidé de le contacter et de l'interroger. À un moment, on l'a vaguement accusé d'être nazi simplement parce que les origines de son père remontaient à l'Allemagne. Entre-temps, il a vécu toute sa vie en Nouvelle-Zélande. Une accusation amusante pour Alec à l'époque, il disait qu'il pourrait me rendre la vie très pénible si je refusais de coopérer. Cependant, il ne semblait rien pouvoir faire contre moi à ce stade. Alors, je les ai remerciés pour leurs conseils amicaux et je leur ai claqué la porte au nez. C'était une autre grave erreur de ma part. Et soudain, la vie d'Alec semblait aller de mal en pis. Tout cela orchestré par ces institutions. Alec avait été concessionnaire automobile au moins jusqu'en 1987. Jusqu'à ce que le krach boursier ne rende ce métier plus viable en Nouvelle-Zélande. Même s'il n'était plus concessionnaire automobile agréé, il continuait d'acheter et de vendre quelques voitures de particulier à particulier. Un jour, il rencontra un homme lors d'une célèbre vente aux enchères de voitures à Auckland. Il lui dit s'appeler Jeff Wright et avoir accès à des voitures japonaises d'occasion importées à bas prix, un stock de gros inutiles ou excédentaires pour les concessionnaires qu'il cherchait à vendre. Alec n'avait aucune raison de douter des dires de Jeff. Après enquête, il conclut que Jeff disait la vérité et s'associait avec lui. Ils travaillèrent ensemble pendant 9 mois. Jeff l'appelait dès qu'il avait une voiture susceptible de l'intéresser. Parfois, il l'achetait. D'autres fois, faute d'argent, Alec la refusait. Alec ignorait que tout cela n'était qu'un piège. Apparemment, les voitures que Jeff lui avait fournies avaient toutes été volées. Du moins, c'est ce qu'il a constaté au tribunal. 6 voitures étaient impliquées dans ce coup monté. La police était si enthousiaste qu'elle a même tenté de le poursuivre pour des voitures qui n'avaient pas été volées. Mais il était en difficulté, ce qui était parfait pour les services. Les services avaient fait du bon travail. Ils ont astucieusement laissé mijoter la situation un bon moment avant de revenir me voir. C'était comme on pouvait s'y attendre, coopérer et nous arrangerons les choses et puis avec la police. J'étais déterminé à croire à leur bluff jusqu'au bout. Alec était toujours têtu et son affaire, qui ne devait pas durer plus de 6 mois, a duré jusqu'à 2 ans, avec des comparutions répétées, le plus de 20 au total. Ces gens étaient méticuleux et semblaient capables de s'immiscer dans tous les recoins de ma vie. Il ne faisait aucun doute qu'ils avaient déjà commis ce genre de choses. Mais à qui et pour quelles raisons ? Combien d'autres, avant moi, avaient subi le même sort ? Je perdais rapidement confiance en notre soi-disant système judiciaire. Je savais que ce n'était qu'un jeu pour eux, mais c'était ma vie qu'ils jouaient.
Alec était ruiné, ses biens avaient été confisqués. Il n'avait même pas les moyens de se payer un avocat. Tout cela n'avait pour but que de faire parler Alec de ses interactions avec les extraterrestres. Il avait appris tout cela, mais pour une raison inconnue, Alec a refusé. Après 2 ans de procès, il a perdu. J'ai dû purger la moitié de ma peine de 12 mois après le procès. En fait, cela signifiait largement le temps de réévaluer ma situation quant à l'écriture de cette histoire dans ses moindres détails. Ce n'était plus une affaire privée, le monde avait le droit de savoir. Et c'est ce qui l'a poussé à écrire son livre. Alors, même si tout cela n'était que fiction et invention, pourquoi l'agence a-t-elle tant essayé de le faire parler ? C'était avant la publication de son livre. Le seul argument logique était qu'il croyait la déclaration d'Alec et voulait absolument obtenir ces informations. Zut! S'il pouvait le kidnapper et l'emmener dans un site secret, il le ferait probablement. Mais cela signifie-t-il qu'Alec dit la vérité ? A-t-il vraiment rencontré des extraterrestres ? En réalité, cela ressemble plus à de la fiction qu'à la réalité. L'affirmation d'Alec selon laquelle les humains sont apparentés aux extraterrestres et que les extraterrestres sont apparentés aux humains du futur et savent se déplacer dans le temps est intéressante. Les extraterrestres qu'Alec a rencontrés sont presque éteints à cause des choix de leurs ancêtres, des terriens. Ils remontent donc régulièrement le temps pour améliorer le présent afin d'améliorer leur propre vie. Ce qui est incroyable et similaire à presque toutes les histoires de science-fiction. De plus, Alec décrit dans son livre une relation qu'il a eue avec une extraterrestre qu'il décrit comme étant d'une beauté extraordinaire, tant au sens physique qu'au sens figuré. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a eu de longues discussions sur la reproduction, mais ce n'est pas ce qui me fait sourciller, c'est cette histoire. En fait, je marchais sur une ligne tellurique, je marchais sur une ligne de dragon pour aller à l'école ou en croiser une. Et juste dans ce parc, sur cette ligne de dragon, il y avait un endroit où, comme un éclair de lumière apparaissait dans le parc et attirait mon attention. Et ce qui se passait autour de moi à ce moment-là, les gens se demandaient « Comment peut-on entrer dans un vortex ou quelque chose comme ça sans que personne ne nous voie ? Enfant, on court après les mouettes. » Et vous savez, quand on est jeune et qu'on est dans un parc, c'était près d'un port à estuary et il y avait des mouettes dans ce parc et je les poursuivais et chaque fois que la lumière dans ce parc brillait, les mouettes se figuaient. Il y avait donc une sorte de schéma d'interférence temporelle qui, évidemment, n'était pas altéré par mon temps et les êtres qui sortaient de cette lumière ne modifiaient pas leur mouvement, mais tout autour de moi était visiblement figé. Je ne pouvais donc qu'imaginer que quiconque hors de mon périmètre, de ce vortex, mon temps était probablement 1000 ou 100 000 fois plus rapide que le leur, donc j'imagine que... Cette interview dure 1 heure. Le lien pour la regarder en entier est dans la description ci-dessous. Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'il était témoin d'un événement OVNI. Il avait vécu une expérience enfant, où il était le seul à voir des extraterrestres. Je veux dire, tout à coup, il se souvient de ses rencontres avec des extraterrestres quand il était enfant. Je ne sais pas, ça me paraît trop louche. Et bien sûr, pour en savoir plus sur cette rencontre, il a fallu attendre et acheter la 3e version du livre. L'histoire qu'il raconte dans cette interview est pleine de lacunes. Pourquoi était-il le seul à avoir vu ces extraterrestres dans le parc ? Il prétend que c'était aléatoire et rare. Mais là encore, dans la même déclaration, il raconte que les mouettes se figuaient dès que les lumières brillaient. Il parle comme si cela arrivait normalement, ou comme s'il avait déjà vécu ce phénomène plus d'une fois. Et en même temps, c'était sa première fois. Ça n'avait aucun sens. Il prétend même avoir été préparé par les extraterrestres quand il était plus jeune, essayant de construire l'histoire de sa vie avant son célèbre enlèvement pour créer un récit selon lequel il était prédestiné à cet événement précis qui s'est produit dans sa vie, comme un préquel à un bon film.
J'ai été scolarisé dès l'âge de 5 ans, donc on pouvait le deviner. Il allait se passer quelque chose plus tard dans ma vie, auquel ils essayaient de me préparer, je suppose. Même si on accepte ces choses à 5 ans, je les ai simplement oubliées plus tard dans la vie d'adulte. Je veux dire, je ne dis pas avec certitude que les extraterrestres n'existent pas, ni ne réfutent les innombrables affirmations des autres. L'univers est trop vaste pour y être seul. Mais concernant l'histoire d'Alec Newell, il y a juste beaucoup de trous qui me font sourciller. Son expérience d'enlèvement semble fascinante et réelle au vu des informations partagées dans son livre. Mais quand on y ajoute l'expérience qu'il a vécue enfant, une expérience qu'il prétend avoir oubliée, l'histoire perd de son attrait et on se demande s'il a vraiment été enlevé ou s'il est simplement un bon écrivain. Car je ne vais pas mentir, le livre est une bonne lecture. Et même si vous ne croyez pas à son histoire d'enlèvement, le livre lui-même constitue un excellent roman de fiction. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec un mot du Lord Amiral Hill Norton, ancien chef du ministère britannique de la Défense et président du comité militaire de l'OTAN. Il est fort possible que nous soyons visités, et ce depuis de nombreuses années, par des extraterrestres, par d'autres civilisations. Leur identité, leur origine et leurs aspirations devraient faire l'objet d'une enquête scientifique rigoureuse et non d'une critique cinglante des tabloïds. Alors, qu'en pensez-vous? A-t-il été enlevé ou est-il simplement un excellent écrivain?